Yo chez Congo, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous accueille dans cette nouvelle vidéo. On va parler One Piece. C'est pas l'habitude. D'habitude, on parle Dragon Ball, Naruto et autre chose. Mais étant un ancien lecteur de One Piece, ça fait presque 15 voire 18 ans que je lis. Je me disais, je vais quand même avoir mon mot à dire qui pourrait peut-être vous intéresser. Et on va parler de puissance. Vous savez que j'aime donner mon avis là-dessus. Alors, en préambule de cette vidéo, je précise que contrairement à beaucoup de lecteurs de One Piece, moi, je suis de partie de ceux qui sont ravis de la tournure des événements actuels. Là, je rappelle qu'on est au chapitre 1047 et on est en train de découvrir le Gear 5 et tout. Et franchement, le Gear 5, il m'a enlevé une grande épine du pied parce que voilà, on découvre qu'avec ce Gear, Luffy tourne en mode cartoonesque. Et voilà, ça, l'épine du pied dont je suis en train de parler, c'est un peu à Whole Cake Island quand Luffy, après son combat entre guillemets avec Sanji, ben il a une dent qui est cassée et là à un moment donné il boit juste du lait et sa dent elle repousse. Ça c'est un peu trop cartoonesque, mais pour moi à l'époque ben, ça ne collait pas vraiment à One Piece. Mais là avec son fruit cartoonesque, ben tout ça un peu il colle. Et voilà, je peux me dire que c'était quelque part indirectement son fruit était en train d'agir. Parce que sinon, il n'y a plus d'enjeu. Si tu perds un bras, tu manges de la viande, ton bras repousse, ça ne veut plus dire grand chose. Et même là, je me disais, ouais, Luffy ne va pas continuer l'œuvre avec le bras en moins. Surtout quand on sait qu'il y a du foreshadowing là-dessus, donc on sait que le Gear 5 il ne sort pas de nulle part. Et là-dessus, je dis merci Eiichiro Oda. Par contre, là où il m'a un peu perdu, Eiichiro Oda, c'est avec l'histoire des samouraïs de Wano. Franchement, là, ça m'a un petit peu retourné parce que je comprends pas trop à leur haki. On nous dit qu'ils ont le haki qu'ils nomment Ryugo, et ce haki, apparemment, il est si puissant qu'il peut transpercer Kaido. Alors que Luffy, le haki qu'il avait et qu'il a égalé celui de Katakuri, ben ce haki-là, il ne peut rien faire à Kaido. Donc, on a quelque part les samouraïs qui ont un haki supérieur à celui de Katakuri, qui est supérieur à celui de Doflamingo. Donc, quelque part, on nous dit que les samouraïs dépassent de loin Doflamingo. Alors qu'on voit dans l'œuvre clairement que Katakuri, normalement, il est au-dessus de Doflamingo, qui lui est au-dessus de Law, qui lui est au-dessus des samouraïs. Donc, quelque part, la hiérarchie de puissance, à ce moment-là, je ne comprends pas vraiment. Ça m'a un petit peu mis mal. Donc, ceux qui ont des explications par rapport à ça, je vous invite à vous aventurer dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis, accrochez vos ceintures, c'est parti. J'ai aussi envie de préciser deux choses. La première est que j'étais très motivé par les vidéos de Rio et Corvo pour faire cette vidéo. Et il y avait beaucoup de politique, ce qui m'avait fait rire à un moment. Comme toutes les vidéos qui commencent par oh, moi j'aime beaucoup un tel perso, pour qu'ensuite, juste après, détruire ce même personnage. Et nous, on aura l'impression que l'analyse était impartiale, alors que pas du tout. La deuxième est que j'accorde de l'importance à la puissance dans les shonen, car si le niveau de puissance ne tient pas, l'histoire ne tient pas non plus. J'ai par ailleurs remarqué dans les débats des déformations des faits, des précisions, quand les choses vont dans un sens, on oublie un peu ces mêmes précisions. Quand ça va dans l'autre sens, des partis pris très clairs, tourner par exemple en ridicule certains personnages, mais c'est jamais fait pour d'autres personnages dont on est peut-être un peu fan. Et dans cette vidéo, je vais pas juste aborder le niveau de Mihawk et Shanks. Il sera aussi question de Gar, Akainu et un petit peu Dragon. Il faut savoir qu'avec One Piece, on est dans une situation particulière. Et ça ne sera pas comme avec Dragon Ball Z, par exemple, et même d'autres mangas qui sont terminés. Là, on a non seulement un manga en cours, loin d'être fini, et un auteur super imprévisible, dont le passe-temps favori est de prendre à contre-pied ses lecteurs. Donc, le niveau des personnages pourra évoluer. Pour certains, on n'a juste pas leur niveau réel, où l'auteur nous donne juste des paliers de puissance, comme le palier empereur de pirate ou
les empereurs se rapprochent par exemple. Mais s'ils se battent, ce ne sera pas match nul à la fin. Alors le palier de puissance ne veut pas dire égalité absolue. Et nous, on essaie de démêler tout ça. Donc pour moi, on ne peut pas être fixé sur des personnages que l'auteur a gardés secrets sans éclaircir leur niveau, sans avoir recours à d'autres personnages qu'ils ont rencontrés et prendre des citations qu'on va bien sûr remettre dans le contexte, car on sait que des fois les personnages disent vrai et des fois ils exagèrent parce qu'ils sont émus ou parce que l'orgueil, etc. Comme Crocodile qui à Marineford dit à Barbe Blanche et à Mihawk qu'il va les tuer. Or on sait qu'il ne peut battre ni l'un ni l'autre. Je propose pour commencer d'établir des bases pour que ce soit facile quand on déroulera les arguments après. Ça nous aidera à éclaircir le tableau, donc on est d'accord que la puissance dans One Piece fonctionne par palier, plus ou moins large. Donc les règles varient d'un palier à un autre chez les corsaires. Il est très large, donc chez eux le palier de puissance n'existe pas vraiment, mais ça se fait surtout à la réputation, dont le recrutement de Buggy. Mais chez les amiraux, c'est uniquement la puissance qui doit être homogène. Car quand ils ont vu Okikake s'éloigner du niveau requis, il était loin de l'avoir, ils ont préféré recruter ailleurs pour garder l'homogénéité. Pour le palier empereur, c'est non seulement la puissance qui doit se rapprocher, mais aussi l'énorme équipage capable de mener pas juste une bataille, mais une guerre, d'où le nom empereur. Cela ne s'applique pas à Shanks, vu son niveau de haki des rois. Ça sert à rien de lui ramener une armée. Ramener une armée contre Shanks, la grande majorité, voire 90% va tomber dans les vapes. Le nombre ne compte pas quand on a un tel niveau de haki des rois. Comme vous voyez, je suis pas tellement contre Shanks. Au contraire, je suis contre aucun personnage. J'espère que ça se verra tout au long de la vidéo. Kaido est actuellement le pirate le plus fort du monde, en un contre un. C'est l'auteur qui le dit dans les cases carrées du narrateur qu'il fait. Vous savez, dans One Piece, si vous êtes un lecteur, c'est clair, sauf si vous n'avez jamais lu One Piece. Et même là, il y a des bulles qui ne sont pas des bulles, mais c'est des carrés. Et dans ces carrés, il n'y a jamais les personnages qui parlent. C'est l'auteur qui est le narrateur qui parle directement. Vous voyez, c'est l'auteur qui parle, c'est aucun personnage. Et quand il parle, là, c'est l'auteur. On ne peut pas remettre en question, c'est pas un personnage. Et là, on a aussi les personnages qui disent et confirment que aussi Kaido est le plus fort du monde. Donc, les personnages et Oda s'accordent là-dessus. Et je suppose que Shanks est le plus fort en équipage contre équipage. C'est-à-dire Kaido, c'est pas l'équipage le plus fort du monde, mais si on prend juste Kaido, en un contre un, c'est le pirate le plus fort du monde. Voilà, là je pense avoir mis les bases. Je vais enchaîner la vidéo en clarifiant des points et au fur et à mesure, j'espère les choses s'éclairciront. Déjà un point sur les amiraux et les corsaires dont je mets Doflamingo comme second plus fort après Mihawk. Quand Doffy fuit face à Aokiji, il était dit qu'il n'avait juste pas envie de combattre. Certains youtubeurs ont dit ça. Non. Attends, Doffy allait perdre son titre à cause de Smoker. Il a fait tout le chemin de Dressrosa et en plus il se fait attaquer par Aokiji et il ne va pas combattre. Non, Doffy a pas combattu Aokiji car ce dernier le surpasse. Doffy a un niveau plus ou moins dans les alentours de, on va dire, si on devait prendre un personnage, je dirais Jaws. Et Aokiji le surpasse. On ne sait pas de combien, mais le surpasse. Et Doffy savait que Aokiji irait à fond, contrairement aux autres amiraux comme Fujitora, car Aokiji n'est plus tenu par son poste d'amiral. Voilà la raison. On peut faire objection en disant que non, Jack allait à Dressrosa battre Doffy, etc. Mais Jack dans le manga se surestime. Il pensait battre un amiral. Il a fini battu et coulé. Et rien ne dit qu'il allait prendre Doffy à la loyale. Il aurait bien pu avoir un plan d'utiliser son gaz toxique. Donc ça fait partie de ces passages où le personnage annonce des choses exagérées. Et avec Doflamingo, vraiment, je sais pas pourquoi quand certains youtubeurs parlent de lui, ils mettent beaucoup de choses à côté et je sais pas trop pourquoi. Quand Barbe Blanche échange des coups avec Akainu, là tout de suite, Squardo qui l'avait planté est pris en compte, les dégâts sont pris en compte. Ok, moi je suis pour, mais mon problème c'est pourquoi avec Doffy, il a les organes internes détruits par l'eau, ça ne compte pas. En plus, je rajouterais Doffy maîtrise enlevée de son fruit en sachant que l'eau et Kid venaient juste de découvrir
découvrir l'éveil, ils ont pu battre un Yonkou. Mais Dofi maîtrise cela, l'éveil, plus les 3 formes de Haki, et ça ne compte pas, j'ai l'impression. Non, arrêtons de ce délire. Dofi a un niveau monstre. Je le vois plus fort qu'un 3e de commandant, et moins qu'un amiral. Surtout qu'il est appelé à revenir, vu qu'il a un secret sur Marie-Joise. Voilà, le personnage ne devrait pas être mis autant de côté. Lui, il est vraiment monstrueux. Il se situe entre 2e et 3e commandant de Yonkou. Après, ça va dépendre des équipages. On peut clairement pas déduire le level des personnages via des passes d'armes qui ont pour but de fermer des brèches ou des fois juste des facilités scénaristiques simplement. Exemple, Dofi attaquant Fujitora ou à Whole Cake, Jinbei annule le pouvoir de Big Mom d'absorber l'âme des personnes en n'ayant pas peur d'elle et la repousse quand celle-ci est sérieuse et à fond. Et on a beaucoup d'exemples comme ça, notamment le point qui va me permettre de faire ma transition à Mihawk. Parce qu'un argument que j'ai trouvé tellement bizarre chez les détracteurs de Mihawk et qui me démontre une grande mise à l'écart des caractères des personnages, je parle pas de caractéristiques, je parle du caractère. C'est-à-dire, ça ne tient pas que Barbe Blanche part à Marineford alors qu'il y a 4 personnages chez la marine niveau Yonko selon les fans de Mihawk. Akainu, Mihawk, Garp et Sangoku. Bon, il y a du vrai et du faux dans tout ça. Pour moi, effectivement, il n'y a pas 4 personnages niveau Yonko chez la marine, mais il y a 2. On reviendra à ça après. Mais même s'il n'y a pas 2 et qu'il y a, imaginons 10, imaginons 10, parce que c'est pas le nombre qui m'intéresse. Moi, je veux éclairer et éclaircir quelque chose sur le caractère des personnages, parce qu'il influence beaucoup et du coup, vous prenez le caractère des personnages pour déduire leur puissance. Et ça n'a pas de sens. Connaissant la personnalité de Barbe Blanche transcrite dans l'œuvre, vous voyez Barbe Blanche dire par exemple « Oh franchement Ace, désolé mais t'as qu'à crever. Car les gars d'en face sont trop forts, je pourrais pas venir te sauver. Chez la marine, il y a beaucoup de personnages de mon niveau. » Franchement, non, n'importe quoi, ça ne correspond pas à Barbe Blanche. Barbe Blanche, son caractère c'est d'aller sauver un fils, même sans avoir un équipage, car c'est un thug, un homme d'honneur, il recule pas. Même s'il avait tout le monde de One Piece en face, Barbe Blanche ira quand même. Donc l'argument de Barbe Blanche n'y va que s'il est sûr d'avoir une puissance équivalente ou supérieure, ne tient pas. Ensuite, côté puissance, maintenant pour les persos Yonkou, j'ai dit et je pense c'est Mihawk et Akainu, je m'explique. Déjà, faut prendre en compte que l'attaque de Barbe Blanche qui fait le plus mal à Akainu vient de derrière. Donc encore un point qui n'est pas pris en compte. J'ai dit ce côté prendre les choses en compte quand elles vont dans un sens, jamais les prendre quand elles vont dans l'autre. Ça handicape vraiment le débat. Parce qu'on prend toujours le côté Aokiji attaque Jozu dans le dos. Moi, je veux aussi qu'on prend Akainu qui se fait attaquer par Barbe Blanche dans le dos. Et que ça va vachement le diminuer. Ensuite, Akainu a éveillé son fruit. Où j'ai vu ça parce que c'est tout le temps mais où vous avez vu ça, où vous avez vu ça. Mais franchement, Punk Hazard tout simplement qui reste pour de bon, mi-territoire aride volcanique, glacé, froid polaire. Et on sait que l'éveil des fruits transforme le terrain et bizarrement, Aokiji et Akainu se sont battus là-bas. Donc, à moins d'être de mauvaise foi, c'est clair que c'est grâce à l'éveil de leurs fruits que le terrain a changé définitivement. Et poser la question sur ça de la part des détracteurs d'Akainu, c'est trop bizarre. Et ce n'est pas parce que les amiraux se sont facilité la tâche en battant Joz et Marco par surprise qu'ils ont le même niveau. Je rappelle que c'est une guerre et pas un duel sportif à la loyale. Et les amiraux sont là pour gagner, pas pour faire leurs preuves. Donc tous les moyens sont bons. Ils gagneront dans tous les cas. Mais si ça peut être plus facile par la triche, alors tant mieux. Aïe. Surtout quand on sait que les pirates de Barbe Blanche ne se privent pas. Joz, quand Aokiji combat Barbe Blanche en duel, il intervient et attaque Aokiji par derrière, mais Aokiji n'est pas battu et résiste et il se remet sur pied tout de suite, même s'il a un peu de sang qui coule par la bouche, mais voilà, c'était tout. Alors qu'Aokiji fait la même chose à Joz et l'attaque par surprise. Joz ne résiste pas, il est KO et perd un bras. Pourquoi? Juste parce que Aokiji est plus fort que Joz, voilà. Les amiraux sont plus forts que les commandeux de Yonkou et de tous les Yonkou. C'est tout. Je rappelle avec image à l'appui, Akainu fonçant sur tous les commandants de Barbe Blanche, plus Crocodile, et Akainu à lui seul les repousse. Quand ça c'est pas pris en compte, ça devient de l'anti-jeu. On a du mal à vous prendre au sérieux après. Non, Akainu sort gagnant de l'échange, c'est clair. Qui sort gagnant de l'échange? Regardez la séquence. Il ne les bat pas, certes, mais il sort gagnant de l'échange. Il parvient à rester volcanique malgré Vista et Marco qui l'attaquent et le touchent avec leur haki. Ce qui prouve la
supériorité de son haki, car son haki, il annule leur haki, du coup son Logia garde son effet. Et désolé, tu peux pas faire ça sans être au-dessus du niveau commandant. Et comme amiral, c'est équivalent à supérieur par rapport au niveau premier commandant, et l'argument d'il a combattu Aokiji 10 jours ne tient pas, car ça s'est produit depuis 2 ans, et Akainu a progressé largement. En plus, c'est tout à son honneur, il a quand même combattu Aokiji, qui est plus fort que n'importe quel second de Yonkou. Ça justifie la place que je lui donne en bas du palier de Yonkou. Et je vais par la suite expliquer un peu plus le palier Yonkou et ce que c'est qu'être au bas du palier Yonkou. Je fais un aparté pour dire, je crois vraiment que les commandants de Yonkou sont surestimés par certains youtubeurs et par certains personnages de l'œuvre. On a par exemple le Gorosei qui pense que Marco a le niveau Yonko capable d'arrêter Barbe Noire. Pourtant, il se fait manger par Peach. Il est même pas fichu de secourir ses amis censés être la famille de Barbe Blanche qui se font déchirer par Weeble, alors qu'on parle du plus puissant commandant de Yonkou de la nouvelle ère, qui est Marco. Donc calmez-vous sur les commandants, car chez Barbe Blanche, Vista est numéro 4. Il y a avant lui Marco, puis Jaws, puis Ace. Touch est mort, donc vient Vista. Donc franchement, tu me situes Mihawk à ce niveau, mais à un moment, Mihawk, le meilleur épéiste au monde, qui était rival de Shanks, possédant le Kokoto-Yaro et le plus fort des corsaires, c'est rien. Il est rien. Luffy avant Ellipse aurait un peu forcé, il bat Mihawk. Selon vous, Jaws arrête l'attaque du meilleur épéiste au monde, mais c'est pas dit que c'est sa plus forte attaque. Et il la porte depuis l'échafaud jusqu'au navire. C'est une question de fruits adaptés. Et de toute façon, raisonner comme ça ne marche pas, sinon tous les personnages de l'œuvre vont être plus forts que Mihawk. À un moment, à Marineford, Crocodile arrête Mihawk et une de ses attaques. Même Mister 1 arrête une attaque. Mais on va tout de même pas mettre tous ces gens plus forts que Mihawk. Non, ça marche pas comme ça. Et Vista, je vais rajouter pour lui, déjà, pendant ses échanges avec Mihawk, il dit plusieurs fois au milieu du combat et pas au début que Mihawk est le meilleur au monde. Et comme ça, vous me mettez tous les personnages plus forts que Vista, plus forts que Mihawk. Donc non seulement le top 3 de Barbe Blanche, aussi de Kaido, King, Queen et Jack plus fort que Mihawk, top 3 Big Mom, Cracker, Smoothie, Katakuri plus fort que Mihawk, top 3 Barbe Noire, mais non, ça n'a aucun sens. Aucune lecture censée, ni le style scénaristique, ni la suite de l'œuvre ne vous donneront raison. Je vais juste débunk un fait sur Mihawk. Ensuite, j'avance des arguments en faveur de la puissance de Mihawk. J'entends souvent dire Zoro a rencontré Mihawk dans une mer faible. Donc si Mihawk traînait là, donc son niveau c'est à peine dans Krieg. On dit même que dans Krieg qui lui parle mal, ça prouve quelque chose. Déjà, là on a encore le giga parti pris qui frappe de plein fouet parce que les fans de Shanks ne diront pas Luffy a rencontré Shanks dans une mer encore plus faible que celle dans laquelle Mihawk rencontre Zoro. Et pour parler mal, Crocodile parle mal à Barbe Blanche, pourtant il n'est pas de son niveau, et Barbe Blanche ne cherche pas à le combattre. Et je pourrais aussi défoncer Shanks, moi aussi quand vous utilisez Vista, j'utiliserai Barbe Noire, parce que il a défiguré Shanks alors que ce dernier était déjà une sommité, et Teach n'était même pas commandant. Ben non, c'est pas comme ça qu'on fait les niveaux de puissance. L'autre point à débunker, c'est Kaido qui se demande si Luffy fait partie des pirates qui peuvent lui faire face. Et on voit le visage de 5 pirates, Barbe Blanche, Xebec, Roger, Shanks, Oden. Déjà, il parle de ceux qui peuvent lui faire face, pas le vaincre, car Kaido, selon l'auteur, est le plus fort du monde en 1 contre 1. Donc il bat Shanks en duel. Et Oden, j'en sais rien, vu que Oden a affronté la forme dragon, qui n'est pas la plus forte, et même Kaido est resté intrigué de si c'est lui ou Oden aurait gagné si ça allait jusqu'au bout. Du coup, c'est une liste de ceux qui peuvent faire face à Kaido et pas le battre. Et ce que fait Oda, c'est un effet de style, car en termes de narration, ça paraît bizarre que Kaido sort une liste exacte de tous les personnages capables de lui faire face. C'est bien, mais on aurait trouvé ça bizarre. Mais moi, je vais te sortir plein de personnages pour te montrer que cette liste, c'est juste Kaido qui ne l'a pas complétée. Mais les personnages pouvant lui tenir tête, il y en a. Déjà, à 1000%, Rayleigh peut faire face à Kaido à son apogée. Je parle de Rayleigh à son apogée, car on voit les personnages sont dessinés à leur apogée. On voit Barbe Blanche dessinée à son apogée. Donc Rayleigh à son apogée, il gère Kaido. C'est juste l'auteur qui ne voulait pas remplir la page de la liste de tous les personnages capables de faire face à Kaido. Et à citer 5, en rapport avec ce qui va suivre sûrement. Il y a Big Mom aussi qui, même si elle peut pas battre Kaido, elle peut définitivement lui faire face et largement le blesser. Sinon, elle n'a rien
rien à faire comme Yonko. Et si on regarde de plus près cette liste, on peut dire que ceci est une liste qui cite exclusivement des pirates et exclut les autres comme corsaires, marines, révolutionnaires ou civils. Personnages qui n'ont soit pas fait face sérieusement à Kaido comme Big Mom qui le considère comme son petit frère et lui a même donné son fruit du démon. Donc je suppose qu'il n'y a pas eu de réel affrontement entre eux. Il n'a sûrement pas affronté tous les autres pour se prononcer et donc il s'est prononcé sur ceux qu'il a rencontrés et affrontés. Il a peut-être jamais affronté Barbe Noire, ni Rayleigh, ni Mihawk, ni Akainu, ni Dragon. Donc il sait pas. Je rappelle que dans One Piece, tous les personnages ne se sont pas tous affrontés. Et ce n'est pas tout le monde qui connaît au millimètre près exact le potentiel de chaque personnage du monde. Et Kaido ne fait pas exception. D'ailleurs, c'est pour ça que Mihawk, dès qu'il rencontre Barbe Blanche, il veut le tester, car il sait pas. Et c'est pareil avec tout le monde. Kaido ne fait pas exception. Il limite sa liste car il connaît pas le potentiel de tout le One Piece verse. Il cite ce qu'il connaît. Le gars n'est pas omniscient. Alors, ce que je dis sur cette liste, ce n'est pas que l'argument est vrai ou faux, mais que ce n'est pas un argument assez solide pour justifier. Les Yonko, j'ai dit que c'est un palier. Ça veut dire qu'ils sont pas tous exactement égaux à Barbe Blanche. Big Mom ne battra pas Barbe Blanche, mais elle se rapproche. Je l'ai expliqué ce point de palier, tout comme en 1 contre 1, Shanks perd contre Barbe Blanche. Mais ça n'empêche pas Shanks d'être un Yonko. Pareil, Akainu ou Mihawk n'ont pas à être capables de battre Barbe Blanche pour pouvoir prétendre à ce niveau de puissance. Moi, je mets les deux en bas du niveau Yonko. Avec Big Mom, Teach, actuellement, Shanks et Kaido, ces trois-là, je les mettrai au milieu de ce palier. Et Barbe Blanche, je le mets au sommet. Par contre, je vous ai vu beaucoup mettre des règles de jeu et vous jugez certains personnages selon ces règles, alors qu'ensuite, vous ne les respectez pas. Car les pro-Shanks, j'ouvre une parenthèse, moi je suis pas pro-Mihawk ni Shanks, car vous voyez bien que je ne dénigre pas Shanks. Et je ne dis pas que Mihawk est plus fort. Moi, je suis pro la vision d'Oda, l'auteur. Je referme la parenthèse. Les pro-Shanks disent vous respectez pas ce qui est dit dans l'œuvre. Et un tel personnage a dit ça, l'autre a dit ça, etc. Ensuite, je regarde leurs vidéos. Eux, ils mettent Shanks comme l'homme le plus fort du monde. What? Non, ça va contre ce que dit Oda et on ne peut pas débattre si on ne respecte pas nos propres règles. L'auteur, qui est au-dessus de tout personnage, dit dans les carrés du narrateur, direct dans le manga, à l'époque de Barbe Blanche, vivant, que celui-ci est le plus fort du monde. Et aujourd'hui, il dit de la même façon que Kaido est le plus fort du monde. Donc du moment que l'auteur n'a pas changé cela, dans les chapitres suivants, actuellement, Kaido est le numéro 1. Place à la plaidoirie en faveur de Mihawk. Zoro va être une clé importante pour notre démonstration. Zoro, jusqu'à il y a un combat avant King, il se rappelait encore ses leçons avec Mihawk. Donc il ne peut pas être encore en train d'assimiler l'enseignement de Mihawk tout en l'ayant dépassé. Quand Luffy battait Katakuri, il se rappelait les leçons de Rayleigh. Peut-on dire qu'il se rappelle ses leçons tout en l'ayant surpassé? Ben non. Et on voit Rayleigh jouer avec le Gear 4, chose que même Katakuri ne peut pas faire. C'est exactement pareil pour Zoro, qui continue de se rappeler Mihawk car il lui est toujours inférieur. Même maintenant qu'il a battu King, car Zoro vient durant son combat à rendre une épée noire. Et juste en apprenant ça, juste en atteignant ce niveau, ça lui permet de one-shot un second de Yonko, King. Mihawk, il a atteint ce niveau qui permet de faire ça depuis une éternité. Il l'a fait mieux que Zoro, car plus l'épée est rare, plus il est difficile de la soumettre, la rendre noire. Mihawk l'a fait avec une épée Kokoto Yoru, plus rare que les 3 épées de Zoro réunies. Donc, le Kokoto Yoru devrait être plus compliqué à soumettre. Mihawk l'a fait. Donc Mihawk reste largement plus fort que Zoro, qui lui vient juste de battre un second de Yonko. Donc on place où Mihawk maintenant? Plus fort que Vista? Allez vous rhabiller franchement. L'un des indices de puissance de Mihawk, le gars a sa renommée, pourtant il traîne seul. Chose à ne pas confondre avec Ace car lui, il a la réputation de Barbe Blanche pour le protéger et si on le touche, on a tout l'armada de Barbe Blanche qui va débarquer avec à sa tête Barbe Blanche pour le sauver. Mihawk n'a rien de tout ça et pourtant il le fait. Tout en sachant que battre Ice ne donne rien, hein. Mais battre Mihawk c'est le titre du meilleur épéiste au monde qu'on va choper. L'autre personnage qui fait ça aussi, il est hyper badass, c'est Rayleigh. Ensuite, son adhésion au corsaire, je parle de Mihawk, je vois qu'elle est interprétée comme un signe de faiblesse et son niveau se rapproche finalement des leurs, des corsaires.
Corsair. Oh, c'est fatigant tellement c'est n'importe quoi. Buggy et Corsair, pourtant il est largement loi de Kuma. Et à mon avis, Mihawk veut rester seul et solitaire, sans équipage, c'est pourquoi une prime le gênerait. Et il finirait à un pell-down, car une grosse prime et sans équipage, il se fera attaquer par des rookies et ils le battront à plusieurs contre un, même s'ils sont plus faibles que lui individuellement. C'est arrivé dernièrement avec Big Mom, deux rookies, Law et Kid, beaucoup moins forts qu'elle individuellement, ils l'ont battu à deux. Donc pour éviter ce scénario, Mihawk a rejoint les Corsaires pour supprimer sa prime, afin qu'on s'intéresse à lui juste pour des duels à l'épée et son titre, qu'il garde toujours bizarrement, son titre. Il lui a toujours pas été pris, malgré qu'on nous dit aujourd'hui que c'est l'un des personnages les moins forts au monde apparemment. Et là, je vais clore sur Mihawk en disant que de toute façon, il combattait pas sérieusement à Marineford, parce que chez les pirates, on sait tous qu'il y a les gentils et les méchants. Mihawk est un gentil, il combat les gentils que s'il est obligé. Il fait un grand slash à Zoro, mais c'est pour que ce dernier garde son honneur. Au début, il le connaît pas, alors il allait l'humilier avec son petit couteau. Ensuite, une fois qu'il voit un truc spécial chez Zoro, il décide de ne pas l'humilier et sort son grand sabre pour le battre avec, lui évitant ainsi le mépris. Mihawk, il n'est pas mal intentionné. Il combat Shanks uniquement pour le titre du meilleur épéiste et il l'obtient. Il combat l'armée de Barbe Blanche pour garder uniquement son titre de corsaire et il a évité d'y aller à fond. C'était clairement pas comme Akainu par exemple. On voit quand un personnage il va à fond et quand ça ne l'est pas. Il suffit de comparer Akainu comment il combat avec Mihawk. Il essaie surtout de pousser les gentils à se surpasser durant toute l'œuvre en n'y allant jamais à fond. Il pousse Luffy à Marineford, ce qui lui fait découvrir son acquis de l'observation. Il pousse Zoro à travers le défi qu'il le lance après l'avoir blessé. Puis il l'entraîne. Il participe pas au meurtre de Oz Junior et il est le premier corsaire à partir de Marineford en disant je suis venu juste pour le contrat. Voilà à peu près ce que j'ai à dire sur Mihawk. Alors pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je partagerai la partie sur Garp sur une autre vidéo. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, faites le plein de manga, sayonara.